LCI Direct se poursuit. Je dis bonjour à Aline Lebaille-Crémer qui est autour de ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Bonjour aussi à Michel Derzhansky. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'ESJ Lille, spécialiste des questions internationales et également auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Merci d'être avec nous. Et Claire Cambier, reporter au service international TF1 LCI. Bonjour Claire. Tout de suite, on va réécouter cette déclaration. C'était il y a quelques minutes seulement Vladimir Poutine qui a confirmé la rencontre avec Donald Trump qui doit se tenir dans les prochains jours, mais qui se fera sans Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On écoute cette déclaration. Nous avons de nombreux amis prêts à nous aider à organiser un événement de ce genre. L'un de nos amis est le président des Émirats arabes unis. Je pense que nous déciderons du lieu de la rencontre, mais ce serait un endroit approprié. Tout à fait approprié. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre le fait de rencontrer le président Zelensky. C'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions. Une rencontre qui va donc se tenir dans les prochains jours, possiblement aux Émirats arabes unis, et sans Volodymyr Zelensky. Cette rencontre à Aline Lebaille-Crémer se précise. Oui, et cette rencontre vient à la veille de l'ultimatum qui avait été lancé par Donald Trump sur la question des sanctions plutôt radicales de droits de douane secondaires ou de mesures économiques directes à l'encontre de la Russie. Donc il y a plusieurs façons de lire ce qui est en train de se passer. Il y a l'hypothèse numéro 1, c'est qu'ils arrivent encore... J'entends le Kremlin a gagné du temps et a essayé jusqu'au dernier moment à rouler dans la farine en essayant d'expliquer qu'ils sont prêts à des rencontres tout en continuant à bombarder. Il y a eu encore 112 drones qui ont tué 6 civils sur les villes ukrainiennes cette nuit. Ou est-ce qu'il y a peut-être une inflexion qui fonctionne par rapport à cet ultimatum de coercition économique lancé enfin par Washington, dans la mesure où il y a également quelques prémices de trêve aérienne, ce qui est une urgence absolue pour l'Ukraine. L'Ukraine veut un cessez-le-feu, elle veut que les tueries cessent, que les massacres cessent. Je cite mot pour mot Volodymyr Zelensky ce matin. Donc ça, c'est l'objectif vital pour l'Ukraine, c'est que les frappes russes sur les villes ukrainiennes et sur le front aussi cessent. Donc tout ce qui peut amener à cela est important. Maintenant, Volodymyr Zelensky a également poussé pour que ça se soit suivi d'une rencontre trilatérale avec lui, parce qu'on parle quand même de l'Ukraine, avec en coordination avec les Européens. Je crois qu'il y a énormément de coups de fil depuis hier qui s'échangent. En tout cas, aujourd'hui, sont annoncés des échanges avec Emmanuel Macron, notamment, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Il y a eu aussi une espèce de coup de fil débrief après la rencontre de Witkoff et de Trump, un coup de fil entre et Donald Trump et Volodymyr Zelensky, soutenu par le président finlandais, par le chancelier allemand, par Mark Rutte et par Keir Starmer. Donc en fait, il y a une espèce de coordination européenne d'urgence qui est en train de s'effectuer pour que tout de même les principaux intéressés, à savoir l'Ukraine en un et ensuite les Européens, ne soient pas hors de cette discussion parce que tout simplement la guerre se déroule sur ce continent. Confirmation ce matin du conseiller du président russe, confirmation maintenant de Vladimir Poutine. C'est vrai, Michel Derzhansky, on peut le dire, les choses vont très vite, ça s'accélère finalement. La définition et les détails de cette rencontre annoncée dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, mais comme ça a été dit, il y a quand même eu tellement d'allers-retours dans ces rencontres entre Vladimir Poutine, Donald Trump, Zelensky. On a vu tellement de choses, je dirais, faire les montagnes russes, d'accord ? Où on a vu l'humiliation à la Maison-Blanche, puis une rencontre au Vatican qui se réchauffait, et puis Donald Trump qui nous fait de la géopolitique de l'émotion en nous disant je rentre chez moi, je dis à ma femme que j'ai parlé avec Vladimir Poutine, et elle me dit qu'il est en train de tuer des hommes, des femmes et des enfants, et je découvre l'horreur de la guerre que je ne connaissais pas. Bref, au-delà de ce paysage, je dirais que la question là, qu'il faut se poser sur cette réunion qui aura lieu, c'est est-ce que l'Ukraine sera le sujet premier ou le sujet secondaire ? Parce qu'il y a déjà eu une réunion entre Trump
et Vladimir Poutine aux Émirats. Et qu'est-ce qu'on a parlé ? On a parlé architecture de sécurité d'un point de vue général, et secondairement, de l'Ukraine. Là, la question, c'est est-ce que le sujet principal, ce sera l'Ukraine ? Ou est-ce qu'on va parler de tout, et secondairement de l'Ukraine ? L'administration, Voilà. Il n'y avait pas encore eu de rencontre directe entre les deux chefs d'État. Il devait y en avoir eu en Arabie Saoudite en février, quand il y avait eu des négociations de paix. C'était tombé à l'eau à cause de la Russie. Tout à fait. On avait eu le petit doute aussi en mai, en Turquie, quand Volodymyr Zelensky était allé en Turquie en disant j'attends Poutine de pied ferme, et ça n'avait pas non plus fonctionné. Là, on sent en fait quand même, on s'attendait qu'il y ait une concession de la Russie. C'est ça, la concession. C'est une rencontre entre les deux chefs d'État. Après, ça ne veut pas dire que ça mènera à quelque chose. Il faut donc... Jusque-là, c'est la Russie qui refusait. Mais jusqu'où c'est une concession ? Parce qu'on se rend bien compte que demain, s'il y a une rencontre entre Trump et Poutine, c'est quoi en réalité ? C'est le signal du retour de Vladimir Poutine comme l'interlocuteur alter ego des États-Unis dans les relations internationales. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque la Russie agresse, meurtrit l'Ukraine depuis le 22 février 2022, elle sort de ce collège international pour devenir une puissance régionale. Et elle est mise de côté par rapport à la relégation d'une puissance internationale. Là, ce qu'elle obtient, c'est un sésame. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, et donc, en retour... c'est est-ce qu'il y aura vraiment, je dirais, un point sur la table de Trump sur la Russie en disant c'est simple, c'est soit vous ne bombardez plus les villes de la manière dont vous le faites, soit effectivement la coercition économique va être terrible pour vous. Mais Trump a quand même mis des guillemets, il a dit je ne sais pas si ce sera efficace. Oui, on voit qu'il y a d'ailleurs eu des petites avancées pour remettre la Russie sur la scène internationale. Je voyais dans le Washington Post que le département d'État américain va adoucir sa rhétorique sur la Russie dans ce rapport sur les droits de l'homme, et des petites avancées comme cela. Après, de l'autre côté, alors d'un côté, il y a Rubio qui dit que le cessez-le-feu doit faire partie du processus. Il y a Donald Trump qui a également dit pour le moment, ce n'est pas une percée. Il menace encore de sanctions possibles. Est-ce qu'il ira vraiment jusqu'au bout? Il y a eu une question qui a été posée au président américain, c'était cette nuit, je vais la retrouver, il demandait en gros en fait s'il pensait qu'il n'allait pas se faire encore une fois avoir mené en bateau par Vladimir Poutine. Et il a tout simplement répondu, eh bien je pourrais vous répondre dans quelques semaines, et au mieux un petit peu avant. Et je me disais, c'est exactement la question qu'on pourrait poser par rapport à Trump, à Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous mène en bateau? De la même façon, il pourra répondre assez prochainement, puisqu'on verra si on prend en compte vraiment la réalité en Ukraine et leurs demandes. On se demande quand même pourquoi Donald Trump a accepté justement que l'Ukraine soit écartée de ces négociations. Est-ce qu'il n'avait pas le choix? C'était soit ça, soit rien. Est-ce que ça, c'est une possibilité, Aline Lebaille-Crémer? L'Ukraine n'est intrinsèquement, impossiblement, on ne peut pas la mettre à l'écart des négociations. Après, et pourtant, c'est bien le cas. Oui, non, mais là, c'est une partie de ce ballet diplomatique de la chorégraphie. Donc là, il y a un mouvement, mais tout ne va pas se régler. Quand bien même cette rencontre a lieu, tout ne va pas se régler sur cette rencontre. Ce n'est techniquement absolument pas possible si l'Ukraine n'est pas là. De toute façon, après, on a potentiellement, malgré malgré tout, deux mâles alpha ont décidé de se rencontrer. Ça ne changera rien sur le terrain s'il n'y a pas d'arrêt des frappes et si de la force, y compris d'un point de vue économique avec les sanctions, ne sont pas appliquées. Ça ne changera strictement rien. Donc, en revanche, après, en termes d'image politique, de communication politique, de jeu de partition, y compris interne, oui, il y a beaucoup de choses à jouer. Maintenant, très concrètement sur le terrain, dans les faits, on saura s'il y a une portée à ce rendez-vous assez rapidement, si les frappes cessent, s'il y a tout de même des sanctions qui sont appliquées à la Russie, parce que, encore une fois, il n'y a que ça que le Kremlin comprenne, et il n'y a que ça qui fonctionnera. Le reste ne fonctionnera pas. L'Ukraine le répète depuis 3 ans et demi. Ce ne sont pas des rendez-vous qui changeront la donne. Ce sera des rendez-vous éventuellement avec de la force. Ça veut dire la question des sanctions et la question des armes. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, la Russie a acheté ces séquences diplomatiques avec délices, évidemment, parce qu'ils ont un objectif. Il y a effectivement
effectivement la remise en selle sur l'espace de la diplomatie internationale, de rompre cet isolement. Ça, on voit bien qu'il savoure ce moment. Et 2, c'est la levée des sanctions. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que beaucoup d'agents russes disent, les sanctions fonctionnent de façon imparfaite, pas assez rapidement parce qu'elles sont contournées. Bref, en tout cas, c'est un objectif de la Russie parce qu'elle fonctionne de les lever. Et il y a ça qui est en jeu et c'est ça qu'ils essayent de disséminer au fur et à mesure de tous les rendez-vous possibles et imaginables. Et on imagine bien que s'ils voient Donald Trump, ils vont essayer par beaucoup de moyens possibles de disséminer la question de ce poison-là. Alors, est-ce que l'ultimatum lancé par Donald Trump la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, envers son homologue russe, a fonctionné, puisqu'il y a ce sommet qui se dessine dans les prochains jours, et pourtant les déclarations de Donald Trump hier étaient plutôt pessimistes. On l'écoute. Monsieur le Président, quelle était la percée aujourd'hui? Est-ce que Poutine a fait des concessions qu'il n'avait jamais faites avant? Je ne parlerai pas de percée, cela fait de longtemps que nous travaillons là-dessus. Des milliers de jeunes meurent, essentiellement des soldats, mais également des missiles qui frappent Kiev. Je suis là pour en terminer avec cela. Cela n'aurait jamais dû commencer si j'étais président. Et il faut mettre un terme à ces morts. Michel Derszanski, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir, en fait, en quelques heures? On a l'impression que quand même le ton a changé, la donne a changé. Je ne sais pas si le ton a changé, mais il y a une chose qui est étonnante, c'est que la question qui lui avait été posée là où il dit je ne sais pas si effectivement Vladimir Poutine va tenir parole ou pas, ou si je vais être roulé entre guillemets dans la farine. Cette question lui avait été posée il y a un peu plus d'un mois et demi, et il avait dit personne ne me roule dans la farine. Moi, je suis le président des États-Unis, je sais ce que je fais, circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il pondère un certain nombre d'affirmations. Il pondère aussi l'efficacité sur des sanctions économiques. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il se rend compte que ce qu'il voulait régler en 24 heures, il ne l'a pas réglé en 6 mois. Ça devait être au lendemain de son élection en janvier. Aujourd'hui, on est 6 mois plus tard. Il se rend compte qu'il ne rentrera pas comme un co-belliciste vis-à-vis de la Russie. Pour les États-Unis, il n'en est pas question. Donc la seule arme qu'il a, c'est la coercition économique. Et la question pour lui, c'est l'efficience de cette coercition économique. Et le seul point faible qu'il peut avoir, c'est sur les BRICS. Parce qu'il ne peut pas avoir une influence. Aujourd'hui, sur l'Iran, vu ce qui s'est passé, je pense que le débat est clos. Vis-à-vis de la Corée du Nord, il n'y a pas une grande influence, si ce n'est passé par la Chine pour pondérer ce que fait aujourd'hui la Corée du Nord, c'est-à-dire armer et envoyer des hommes, de la logistique. Donc il reste les BRICS, avec l'Inde, avec d'autres pays, mais il y a aussi des pays européens qui aujourd'hui achètent du gaz russe. Donc la question là-dessus, c'est comment on va réussir réellement à tarir cette manne financière. Et puis la question derrière, c'est est-ce que cette manne financière qui sera tarie va vraiment empêcher la Russie d'aller au-delà? Parce que je pense que il y a un biais, je ne sais pas si l'administration Trump l'a compris, mais je pense qu'ils l'ont compris, mais qu'ils veulent le contourner. C'est qu'en réalité, on a face à nous Vladimir Poutine qui est idéologiquement conduit dans cette affaire. Il n'y a pas de rationalité, c'est de l'idéologie. Et on a en face une administration Trump qui veut essayer de trouver des pis-aller, des ersatz pour arriver à une sorte de compromis avec la Russie. Mais il n'y aura pas de compromis. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine dit demain, je rencontrerai peut-être M. Zelensky, président de l'Ukraine, mais les conditions ne sont pas là? Ben oui, parce que les conditions que lui attend ne seront jamais admises par l'Ukraine. Disparaître en termes de pays, perdre sa souveraineté, être dénazifié, changer toute la composition politique de l'Ukraine pour la mettre à la botte de la Russie, c'est sûr que là, ces conditions-là, jamais l'Ukraine va les admettre. Et ces conditions, ce sont les conditions de Vladimir Poutine. Alors il ne le dit pas comme ça, il le dit très poliment en disant les conditions ne sont pas réunies. Mais ce sont ces conditions-là qu'il veut. C'est une reddition qu'il veut. Or, aujourd'hui, l'Ukraine ne veut pas de cette reddition. Elle n'ira pas à la reddition. Donc vous voyez qu'on a vraiment un moteur idéologique pour la Russie qui est celui de gagner cette guerre, parce que c'est une guerre. C'est une guerre d'annihilation de l'Ukraine. C'est ce qu'il veut obtenir. Et face à lui, il a une administration Trump qui veut pondérer les choses et qui ne veut pas comprendre que là, on n'est pas face à de la raison. On est face à un conflit idéologique.
Claire Cambier, on l'entend là. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine a les cartes en main aujourd'hui ? Oui, ça fait longtemps qu'il a les cartes en main. Il y a même les États-Unis qui avaient été assez loin en proposant un gel du conflit, qui allait vers une reconnaissance de juré de la Crimée, qui se disait, eh bien, il y a eu un vote dans ces 4 oblasts qui ont été annexés officiellement par la Russie. Donc il y avait déjà des grandes avancées vers les propositions russes qui n'ont pas été acceptées par Poutine. Vous le disiez, c'est idéologique. Ce qu'il veut, c'est vraiment la capitulation de l'Ukraine. Et là, on a aussi l'impression qu'après 3 ans, il est allé tellement loin dans son combat qu'il ne peut pas vraiment faire machine arrière et dire à ses citoyens, eh bien, il y a eu tous ces morts, tous ces combats, et puis bon, on va s'arrêter là. Donc c'est là que ça va aussi se jouer. Revenons sur la préparation de ce sommet, cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Regardez ce que dit le conseiller du président russe, Yuri Yuchakov. Eh bien que les préparatifs sont déjà en cours. Un accord a été conclu pour organiser une rencontre entre Poutine et Trump dans les prochains jours et les parties ont commencé à travailler dessus. Comment ça s'organise une telle rencontre, Aline Lebaille-Kramer ? Comment ça s'organise techniquement ? Mais il y a un balai de responsables de services de diplomatie des uns et des autres qui rentrent en contact et qui essayent de coordonner un agenda, qui essayent de coordonner un lieu. Rappelons tout de même qu'il y a un des protagonistes de la scène qui a un mandat d'arrêt international sur la tête pour déportation d'enfants, donc il n'est pas tout à fait libre de ses mouvements normalement. Donc il y a une solution qui a l'air d'être présentée comme très naturel parce que nous avons beaucoup d'amis, etc. Ce n'est pas vrai. Premier mensonge. Déjà, petit 1, la Russie n'a plus tant d'amis que ça en réalité. 2, parce que s'appuyer sur les BRICS, ce sont quand même des alliances et une notion de l'amitié plutôt particulière qui n'a rien à voir avec des alliances comme on l'entend ici en Occident. Donc il y a peut-être que très peu d'endroits où ça peut avoir lieu sans que les services de sécurité du pays l'emmènent. Les autres options, finalement, il y a les Émirats Arabes Unis, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Il faut un pays qui n'a pas signé le statut de Rome, le traité international de la CPI, et donc le choix est limité. Mais il y a d'autres pays que les Émirats Arabes Unis. Ça pourrait être en Arabie Saoudite ou encore au Qatar. Cela reste à voir. Après, pour le moment, ça a quand même été un petit peu annoncé, les Émirats Arabes Unis. Oui, ça a été annoncé. Non, mais je commentais le commentaire sibyllin de Vladimir Poutine qui avait l'air de dire parce que nous sommes très amis. Non, c'est pas ça le sujet. C'est de savoir aussi où il peut se déplacer sans finir en prison, parce qu'il a un mandat d'arrêt, encore une fois, sur la tête pour la déportation d'à minima 19 546 enfants ukrainiens. Il y a beaucoup limité ses déplacements depuis ces derniers temps. Qui reste un acte génocidaire. Donc de quoi on parle aussi, c'est important de le répéter, de quoi le régime du Kremlin est le nom aussi dans cette équation. Il est le nom de crimes contre l'humanité et d'actes génocidaires posés sur le sol ukrainien. Donc il y a ça qui se joue. Ensuite, techniquement, après, sur les balais dans sa façade, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'incroyablement surprenant ou très original dans ce caprice d'un point de vue strictement logistique. Ensuite, d'un point de vue ballet et chorégraphie politique, là, oui, là c'est... Qui pourrait être présent aux côtés des deux présidents, de Donald Trump et de Vladimir Poutine ? Alors, c'est le sujet, et c'est d'ailleurs, au passage, un des sujets de Volodymyr Zelensky, parce que quand il y a eu plusieurs rencontres de dialogue diplomatique, notamment en Arabie Saoudite, notamment à Istanbul, en fait, il a été assez clair que la Russie envoyait des N-4, 5, ce que disent les Ukrainiens, c'est-à-dire une délégation qui n'était pas du tout de haut niveau. En fait, ils ont envoyé une fois Meninsky, qui est un historien et qui a refait l'histoire factice de la Russie pendant 3 heures lors d'une réunion. Donc c'est pour ça aussi que les Ukrainiens insistent, il faut du N+1, c'est-à-dire qu'il faut une rencontre avec celui qui décide et pas, encore une fois, une forme de théâtre pour juste gagner du temps. Et c'était tellement grossier et évident qu'il était
était d'ailleurs assez impressionnant de voir que peu de gens le relevaient d'ailleurs. Donc il y a ça aussi qui se joue dans la façon de mettre au pied du mur aussi le président russe. C'est-à-dire, lui doit venir dans un premier temps avec Donald Trump et ensuite, en tout cas les Ukrainiens l'espèrent, dans une trilatérale avec Volodymyr Zelensky et, si je puis dire, un cordon européen de position commune.